Il est 13h30 et je meurs de faim. Pour combler cette envie, je marche dans la rue à la recherche d'un établissement qui saura me contenter. Je passe devant un McDo, je me dis tiens, pourquoi pas. Je continue à marcher en réfléchissant et là, 10 mètres plus loin, un Burger King. Je suis étonné, j'avance encore un peu et 10 mètres après, un KFC. Sur le coup, je me dis que c'est pas le choix le plus stratégique de leur part. Pourquoi se coller comme ça? Ça me laisse le choix de ne pas aller chez l'un, pas aller chez l'autre. Alors, j'ai cherché le pourquoi et je suis tombé sur un concept fascinant, l'illusion du choix. C'est un biais cognitif redoutable, ça consiste à saturer ton champ de vision avec des alternatives, burger A, burger B, burger C. Ton cerveau est tellement occupé à comparer les sauces et les prix qu'il oublie de se poser la vraie question. Est-ce que j'ai vraiment envie d'un burger? C'est comme un magicien qui te force une carte. Il te fait croire que tu as le contrôle alors qu'il a déjà décidé de la fin de l'histoire avant même que tu commences à choisir. Dans ma rue, le piège s'est refermé. Dès que je suis entré dans la zone, le choix n'était plus manger sain ou manger gras, mais manger gras rouge ou manger gras bleu. 2 jours plus tard, j'y repensais, j'étais en train de faire ma vaisselle quand ça m'a frappé. Je me suis dit, c'est dingue ce qu'on peut être manipulé. Cette phrase a résonné dans ma tête. Plus ça résonnait, plus je voulais découvrir tous les stratagèmes invisibles. Tout découvrir sur comment on pouvait orienter mes choix. Alors j'ai cherché. Et franchement, j'ai pas été déçu. Commençons par les points positifs, parce que oui, il y en a, certes pas beaucoup, mais ils existent. Dans la station Odenplan, à Stockholm, d'un côté, un escalator bondé, de l'autre, un escalier vide, et pour changer ça, Volkswagen a lancé la Fun Theory. Ils n'ont pas mis d'amende, ils n'ont pas mis de panneau faites du sport, ils ont transformé les marches en véritables pianos géants. Chaque marche produit une vraie note de musique quand on appuie dessus. Le résultat est hallucinant. Juste pour le plaisir de jouer une mélodie avec leurs pieds, 66% des voyageurs ont abandonné l'escalator pour prendre l'escalier. C'est ce qu'on appelle le design actif. Leur cerveau a totalement oublié la fatigue physique parce que l'architecture a transformé une corvée en jeu. La leçon, si tu veux changer un comportement, ne l'interdis pas. Rends-le juste plus fun que l'alternative. Dans cette même idée de gamification et d'éducation par le jeu, j'aimerais te présenter probablement l'autocollant le plus rentable de l'histoire. Dans les années 90, l'aéroport de Schiphol à Amsterdam avait un problème dégoûtant. Les toilettes pour hommes étaient toujours sales. Les éclaboussures coûtaient une fortune en nettoyage et les panneaux merci de rester propre ne servaient à rien. Un économiste a une idée de génie, graver une petite mouche réaliste dans la faïence de l'urinoir juste au-dessus de l'évacuation. Pourquoi? Parce que les hommes ont un instinct primaire simple. Si on leur donne une cible, ils visent. Sans réfléchir, c'est ludique, c'est instinctif. Et le résultat fut immédiat. 80% de réduction des dépenses de nettoyage, les éclaboussures ont quasiment disparu, pas de technologie, pas de caméra, pas d'interdiction, juste une fausse mouche qui a manipulé l'attention de millions de voyageurs. Ces 2 exemples résument parfaitement ce qu'est un nudge ou coup de pouce. Le génie ici, c'est l'absence totale de contraintes. L'escalator fonctionne toujours et personne ne t'interdit de viser à côté. Le nudge consiste simplement à modifier l'architecture de ton choix pour que la bonne décision devienne la plus naturelle, la plus facile ou la plus amusante. C'est la preuve qu'on obtient souvent plus de résultats par le jeu et l'instinct que par la force ou la punition. Mais parfois, le jeu ne suffit pas, notamment sur la route qu'on ne peut pas transformer en parc d'attractions. On doit alors faire appel à un autre concept encore plus fort, la validation sociale immédiate. Notre cerveau n'est pas le plus habile pour comprendre les sanctions différées. Comme recevoir une amende par la poste 2 semaines plus tard, c'est trop abstrait. Par contre, il est accro à la validation sociale. Quand un radar affiche ta vitesse en vert avec un sourire, ton cerveau reçoit une microdose de dopamine. Bravo, tu es un bon citoyen. À l'inverse, le visage rouge et triste déclenche une honte sociale instantanée. C'est utilisé partout maintenant. Aux États-Unis, la société Opower envoie des factures d'électricité qui disent tu consommes 15% de plus que tes voisins. Juste pour ne pas être le mauvais élève du quartier, les gens éteignent leur lumière. On ne touche pas à ton portefeuille, on touche à ton ego et ça marche beaucoup mieux. Pour comprendre le prochain concept, il faut que je te parle de la théorie des vitres brisées. L'idée a été popularisée par les sociologues James Q. Wilson et George L. Kelling en 1982. La métaphore est la suivante. Si la fenêtre d'un bâtiment est brisée et qu'elle n'est pas réparée rapidement, toutes les autres fenêtres finiront par être brisées. Pourquoi? Parce qu'une fenêtre cassée envoie un signal silencieux mais puissant. Ici, personne ne se soucie de rien, il n'y a pas d'autorité, pas plus de surveillance. Donc, désordre mineur, cela commence par des incivilités tolérées, déchets au sol, graffitis, éclairage cassé, ivresse publique. Puis un signal d'abandon, les citoyens respectueux des lois prennent peur et évitent le quartier. Le contrôle social informel disparaît. Et puis ça continue, les délinquants perçoivent la zone comme une zone de non-droit, ils se sentent à l'aise pour commettre des crimes plus graves, vols, agressions, etc. En sachant tout ça, bienvenue dans le New York des années 90. La ville était extrêmement dangereuse, le taux de criminalité battait son plein, et pour lutter contre ça, le maire Rudy Giuliani et son chef de la police William Bratton ont alors appliqué la théorie des vitres brisées inversée. L'idée est simple, le désordre visible envoie un signal inconscient qui dit ici tout est permis, personne ne surveille. Alors au lieu de traquer
uniquement les criminels et ils ont déclaré la guerre à la saleté. Si une rame de métro avait un seul tag, elle était interdite de circulation tant qu'elle n'était pas nettoyée. Ils ont arrêté ceux qui risquaient pour $1. Le résultat, en s'attaquant aux petits délits visibles, le taux de criminalité violente a chuté drastiquement. Si tu marches dans une rue immaculée avec des fleurs et des bancs en bon état, ton cerveau te dit ici, les règles sont respectées. L'environnement est devenu respecté et l'humain s'est senti obligé de le respecter aussi. Toujours dans ce souci de criminalité et de vandalisme, en 2003, Londres a tenté une expérience avec la diffusion de musique classique dans des gares, parkings souterrains ou devant des supermarchés. 2 raisons. D'abord biologique, le tempo de la musique baroque synchronise ton rythme cardiaque et le ralentit, rendant l'agressivité physiquement difficile. Mais surtout, c'est social. Essaye d'avoir l'air menaçant ou de dealer avec une symphonie de violon en fond sonore. La street cred est proche de zéro. Les personnes concernées fuient ces zones parce que l'ambiance sonore détruit leur crédibilité. Le résultat, une baisse de 33% des agressions et du vandalisme dans les zones équipées. Évidemment, on ne réinvente pas l'humain. Dès qu'on a compris comment hacker le cerveau pour le bien commun, on a aussi compris comment l'exploiter pour le profit, le contrôle ou l'addiction. Et malheureusement, c'est là que ces manipulations invisibles sont les plus puissantes et les plus répandues. Si on peut te manipuler pour te rendre meilleur, on peut aussi te manipuler pour le pire. Commençons par le plus familier, l'écran que vous tenez dans la main. Ici, l'objectif est de voler votre temps. Tu penses être un simple visiteur de TikTok ou d'Instagram, détrompe-toi, tu es la marchandise. Leur modèle économique ne repose pas sur la vente de produits, mais sur la capture de ton temps de cerveau disponible. C'est une guerre pour ton attention, et pour la gagner, des ingénieurs y ont beaucoup travaillé. Avant, toute consommation avait une fin. Tu lisais une page de journal, tu arrivais en bas et tu devais tourner la page. Ce micro-geste, aussi minuscule soit-il, était un point d'arrêt. Il permettait à ton cortex préfrontal de se réveiller et de demander « est-ce que je continue ou est-ce que je fais autre chose ?» Aujourd'hui, c'est fini. Avec le scroll infini, inventé par Asa Raskin, le contenu se charge avant même que tu n'aies fini de lire le précédent. On a supprimé le signal de faim. C'est le même principe psychologique que l'expérience du bol de soupe sans fond. Si on remplit ton bol par en dessous pendant que tu manges, tu vas consommer 73% de plus sans t'en rendre compte. Sur ton écran, tu ne scrolles pas par choix, tu scrolles par inertie mécanique, tu manges sans faim. Pourquoi est-ce physiquement difficile de poser ton téléphone ? Parce qu'il utilise le conditionnement opérant de B.F. Skinner, le même mécanisme qui rend accro aux machines à sous, le geste du pull to refresh, tiré pour actualiser. Il est conçu pour imiter le levier du casino. Le secret, c'est la récompense variable. Si tu savais exactement ce que tu allais trouver, et tu t'ennuierais. Si tu ne trouvais jamais rien, tu partirais. Mais l'algorithme te donne une récompense, un like, une notif, une vidéo drôle, de manière totalement aléatoire et imprévisible. C'est cette incertitude qui déclenche une inondation de dopamine dans ton cerveau avant même que tu ne vois le résultat. Tu n'es pas accro au contenu, tu es accro à l'anticipation du contenu. Regarde tes notifications. Elles sont rouges, ce n'est pas un choix de design, c'est de la biologie évolutive. Dans la nature, le rouge est la couleur de l'urgence. Le sang, le feu, les fruits mûrs, c'est un signal prioritaire pour ton cerveau. Quand une pastille rouge apparaît, ton corps réagit par une micro-décharge de cortisol, l'hormone du stress. Et si tu n'en as plus, ton cerveau interprète l'absence de réaction comme une menace vitale, le risque d'être exclu de la tribu. L'application ne te propose pas de l'information, elle te crée une anxiété physique que seul le clic peut soulager. Ils ont transformé ta curiosité sociale en réflexe de survie. Parfois, tu essayes de lutter, tu veux te désabonner, tu veux te désinscrire, mais l'interface elle-même se bat contre toi. C'est ce qu'on appelle les dark patterns. Le plus vicieux, le roach motel, motel à cafard. Le principe, on entre facilement, mais on n'en sort jamais. S'abonner prend un clic, une seconde, se désabonner demande de trouver un sous-menu caché, d'appeler un service client ou de cocher 3 cases confuses. Ils ajoutent de la friction cognitive volontaire pour t'épuiser. Le pire, c'est le confirm shaming, la honte de confirmation. Un pop-up te propose une réduction, le bouton non ne dit pas juste non. Il dit non, je n'aime pas économiser de l'argent ou non, je préfère rester ignorant. Ils utilisent la culpabilité pour forcer ta main en hackant ton ego pour un simple clic. Enfin, le mensonge ultime, quand tu lances une recherche de vol, de sécurité bancaire ou une analyse quelconque, tu vois souvent une barre de chargement ou une petite roue qui tourne pendant quelques secondes. Sache-le, souvent, l'ordinateur a trouvé la réponse en 10 millisecondes. Mais les développeurs ajoutent une latence artificielle. Pourquoi ? C'est l'illusion de labeur. Des études montrent que si le résultat est instantané, l'humain n'a pas confiance. Il se dit, c'est trop rapide, ça doit être bâclé ou aléatoire. En te faisant attendre artificiellement, l'appli te fait croire qu'elle travaille dur pour toi. Elle augmente la valeur perçue du service en simulant de l'effort là où il n'y en a pas. Bon, ça commence bien. On a à peine touché notre téléphone qu'on se rend compte qu'on est manipulé de toutes parts. C'est un combat perdu d'avance, alors posons-le et sortons dehors. Tu te balades dans la rue et tu penses avoir échappé à l'algorithme. Malheureusement, la ville, les magasins et les bâtiments sont eux aussi codés. Sauf qu'ici, le code n'est pas fait de lignes informatiques, mais de béton, de lumière et de son. Autour de toi dans la rue, les bancs publics ne sont plus plats. Ils sont inclinés, bombés ou divisés par des accoudoirs métalliques tous les 50 cm. Ce n'est pas du design moderne, c'est de l'architecture hostile. Le message est clair, circulez. L'objectif est d'empêcher physiquement les sans-abri de dormir ou les jeunes de se rassembler, sans jamais avoir à poser de panneau interdiction ou à payer un policier. Derrière ces bancs bombés
où ces pics métalliques se cache une froideur administrative totale. Cela te donne froid dans le dos, eh bien rentrons dans un magasin se réchauffer. Nous voilà dans un centre Ikea. Fais le test, essaye de trouver une fenêtre donnant sur l'extérieur. Essaye de trouver une horloge murale, et il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle l'effet Gruen, du nom de l'architecte Victor Gruen. Le but est de te couper de la réalité, en supprimant les repères spatio-temporels. Le soleil qui passe, l'heure qui tourne. On plonge ton cerveau dans une confusion douce quand ton cortex préfrontal, donc la logique, perd ses repères, il fatigue. Et qui prend le relais? Ton cerveau limbique, l'émotion. Tu es venu acheter une bougie, tu ressors avec un chariot plein parce que tu as littéralement oublié le temps et la raison. Une fois piégé à l'intérieur, ils attaquent tes sens pour contourner ta réflexion. Tends l'oreille. Dans les supermarchés, la musique est lente. Ce n'est pas pour te détendre, c'est pour caler ton rythme de marche sur le tempo. Si tu marches moins vite, tu regardes plus et donc tu achètes plus. Plus vicieux encore, est-ce que tu as remarqué que le sol change parfois? Dans les rayons chers, vin, cosmétiques, le carrelage a des joints plus larges. Ton chariot se met à faire des clac-clac-clac, ce bruit t'agace inconsciemment et ton réflexe instinctif est de ralentir pour arrêter le bruit. Il contrôle ta vitesse avec du carrelage. Et cette odeur de pain chaud ou de poulet rôti à l'entrée. Souvent les fours sont vides, c'est du parfum de synthèse diffusé par la climatisation. Pourquoi? L'odorat est le seul sens directement relié au système limbique des émotions, sans passer par le filtre de l'analyse. Une odeur ne te donne pas faim, elle t'ordonne d'avoir faim. Et s'il ferait pas un peu froid? C'est calculé aussi. Une température légèrement basse maintient ton métabolisme en état d'alerte. Si tu as chaud, tu es somnolent et tu ne dépenses pas. Si tu es frais, tu es vif et impulsif. Maintenant, petit test de mémoire. Visualise ton supermarché préféré, là où tu fais tes courses, et dirige-toi jusqu'aux œufs. Tu as réussi, est-ce qu'ils étaient au fond du magasin, dans l'angle opposé à l'entrée? La plupart des supermarchés sont constitués comme cela pour t'obliger à traverser la zone de tentation. Tu ne peux pas acheter le vital sans être exposé au superflu. Regarde les rayons céréales. Les marques saines et chères sont en haut, à hauteur d'adulte. Les marques ultra sucrées avec des mascottes colorées sont placées exactement à 1,10 m du sol. C'est la ligne de regard d'un enfant assis dans un chariot. On appelle ça le nag factor, le facteur de harcèlement. Utilise ton enfant comme un agent commercial pour te forcer la main. Tu pensais être un client qui fait des choix libres? Non. Dans ce bâtiment, t'es un petit pantin qu'on balade dans un labyrinthe dont quelqu'un d'autre a dessiné la sortie. Tu n'achètes pas ce que tu veux, tu achètes ce qu'ils ont décidé que tu verrais. Ok, bon, tu as fait ton choix, t'as décidé d'acheter. Maintenant, il reste une dernière barrière pour les vendeurs, la douleur de te séparer de ton argent. Sache-le, pour ton cerveau, payer est une souffrance physique réelle. L'IRM montre que payer en liquide active l'insula, la même zone cérébrale que celle qui s'allume quand tu te cognes l'orteil ou que tu es dégoûté. Voici comment ils ont éteint cette douleur pour vider tes poches en douceur. Leur ennemi, c'est le billet de banque. Il est tangible, il représente ton travail, le donner fait mal. La solution, l'abstraction monétaire. Au casino, on t'échange ton argent contre des jetons en plastique coloré. Pourquoi? Parce que miser un bout de plastique rouge fait pas mal. Miser ton loyer, si. Dans la vie réelle, c'est la carte bancaire, le sans contact ou pire les crédits in-game, V-Bucks, Gemmes. Plus l'argent devient invisible et dématérialisé, moins l'insula s'active. Uber est le maître en la matière. Tu montes, tu descends, tu ne sors jamais ton portefeuille, la transaction a disparu de ta conscience. Tu dépenses sans friction, donc sans douleur. Bon, très bien, on utilise de moins en moins de cash, mais c'est pas grave car tu penses savoir ce que valent les choses. Faux. Ton cerveau est incapable d'évaluer une valeur absolue. Il ne sait juger que par comparaison relative, c'est le biais d'ancrage. Si je veux te vendre une montre à 200 €, je ne la mets pas seule en vitrine, je la mets à côté d'une montre à 2000 €. La montre à 2000 € n'est pas là pour être vendue, c'est un leurre. Elle sert uniquement d'encre pour que celle à 200 € paraisse donnée en comparaison. Au cinéma, le popcorn moyen à 6,50 € ne sert à rien, sauf à te faire croire que le géant à 7 € est une affaire incroyable. Tu n'achètes pas le produit, tu achètes la réduction imaginaire que ton cerveau a calculée. Une fois que tu as payé, tu rentres chez toi, tu penses avoir acheté ton paquet de chips habituel, regarde bien. Le prix est le même, l'emballage a la même taille, les mêmes couleurs, mais le poids est passé de 150 grammes à 135 grammes, il y a 5 chips en moins. C'est la shrinkflation. Marc exploite la loi de Weber. L'être humain remarque beaucoup plus une augmentation de prix, donc un chiffre écrit, qu'une baisse légère de poids, sensation physique. C'est du gaslighting industriel. On te vend moins en te faisant croire que rien n'a changé. Maintenant, est-ce que tu connais la panique reptilienne? Sur internet, souvent on te laisse pas le temps de réfléchir. Tu as sûrement déjà vu les mentions, plus qu'une chambre à ce prix, 38 personnes regardent cette annonce en ce moment. C'est ce qu'on appelle l'heuristique de rareté. Souvent, ces chiffres sont générés par des algorithmes aléatoires. C'est du bluff. Mais ton cerveau reptilien ne le sait pas. Il déteste perdre une opportunité, c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Cette fausse urgence court-circuite ton cortex frontal, donc la logique, et déclenche un achat de panique. Tu n'achètes pas parce que tu en as besoin, tu achètes pour que personne d'autre ne l'ait. Et enfin, le coup de grâce. Ton imprimante tombe en panne juste après la garantie. Parfois, c'est une puce programmée pour compter les pages et tuer la machine. C'est l'obsolescence technique. Mais le plus fort, c'est l'obsolescence psychologique. Ton téléphone marche encore très bien, tes vêtements n'ont pas de trous, mais la publicité et la mode ont réussi à pirater ton besoin de statut social pour te faire croire qu'ils sont moches ou dépassés. On ne te vend pas un nouveau produit parce que l'ancien est cassé, on te vend un nouveau produit parce qu'on a cassé ton estime de toi si tu gardes l'ancien. Par exemple, dans le monde du luxe, on sait déjà ce qui sera à la mode dans les prochaines années. Bon, bilan des courses. Tu as acheté un produit dont tu n'avais pas besoin, à un prix que tu ne comprends pas, avec de l'argent que tu ne sens pas partir, pour remplacer un objet qui fonctionnait encore. Et le pire, c'est que tu as eu l'impression de faire une bonne affaire.
Donc on a piraté ton attention, on a piraté ton environnement, on a vidé ton portefeuille, alors que te reste-t-il? Ton libre arbitre? Détrompe-toi. La dernière frontière, c'est ta biologie elle-même. Regarde la face avant d'une Mini Cooper ou la mascotte de ta lessive. Pourquoi ont-elles de grands yeux, farons, un front large et des formes douces? C'est le baby schéma. Ces proportions imitent biologiquement le visage d'un bébé humain. Quand tu vois ça, ton cerveau libère instantanément de l'ocytocine, l'hormone de l'amour et de l'attachement. C'est un réflexe de survie de l'espèce, tu es programmé pour ne pas agresser ce qui ressemble à un bébé. Résultat, ton esprit critique se désactive, tu ne juges plus le produit, tu as envie de le protéger et de le chérir. Parlons maintenant de la gamification du travail. Si t'es chauffeur Uber, livreur ou employé d'entrepôt, tu connais ça. Le travail est dur, ils l'ont transformé en jeu vidéo. C'est de la gamification. Au lieu de te payer plus, l'algorithme te donne des badges, des niveaux or, des barres de progression ou des défis. Plus que 3 courses pour débloquer le bonus. Ton cerveau, accro à la dopamine de l'achèvement, oublie la fatigue physique, tu ne travailles plus pour un salaire, tu travailles pour faire monter un score. Comme dans Candy Crush. Ils ont hacké ton circuit de la récompense pour pousser ton corps à l'épuisement, sans jamais avoir besoin d'un manager humain pour te crier dessus. Et même ta santé est influencée par le marketing. Les laboratoires ne choisissent pas la couleur des pilules au hasard. Une pilule bleue est perçue comme un calmant efficace, car le bleu apaise. Une pilule rouge ou orange est perçue comme un stimulant puissant. Une pilule blanche est perçue comme neutre ou douce. Et le pire, c'est le prix placebo. Une étude a prouvé que si tu payes un faux médicament, donc un médicament placebo, 50 €, tu auras statistiquement moins mal que si tu le payes 1 €. Ton cerveau libère de vraies endorphines, donc des antidouleurs, proportionnellement au prix que tu as payé. Tu ne guéris pas grâce à la molécule, tu guéris grâce à la facture. Et enfin, comment te faire accepter l'inacceptable? En politique et dans les médias, on utilise ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Si on veut faire passer une loi impopulaire, on ne la propose pas tout de suite, on propose d'abord une idée monstrueuse, totalement radicale. Tout le monde est choqué et ensuite on propose la loi impopulaire comme un compromis raisonnable. Par contraste, l'inacceptable est devenu la norme. Ils ont donc déplacé de la fenêtre ce que tu considérais comme normal. Si tu résistes, on utilise le gaslighting. On te répète des mensonges avec une telle assurance que tu finis par douter de ta propre mémoire ou de ta santé mentale. J'ai jamais dit ça, tu es paranoïaque. À force d'entendre une fausse vérité, ton cerveau finit par l'adopter, par effet de simple exposition. Ce qui est familier devient vrai. Regarde-toi dans la glace, tes goûts, tes peurs, tes envies, tes opinions politiques, combien viennent vraiment de toi? Combien ont été implantés là par quelqu'un qui avait intérêt à ce que tu les aies? Tu n'es pas seulement manipulé, tu es programmé. Bon, tu as écouté tout ça, tu as peut-être même souri en reconnaissant certaines techniques, mais au fond de toi, il y a une petite voix qui te rassure. Elle te dit, c'est terrible pour les autres, ces moutons qui se font avoir, mais moi, je suis trop malin, je sais comment ça marche, je contrôle, ça ne m'atteint pas. Ça s'appelle l'effet de la troisième personne. C'est un biais cognitif prouvé scientifiquement. Nous surestimons systématiquement l'influence des médias et des manipulations sur les autres, donc la masse, les ignorants, et nous sous-estimons massivement leur impact sur nous-mêmes. C'est cette arrogance qui est ta plus grande faiblesse. Pourquoi? Parce que si tu crois que le poison ne fonctionne pas sur toi, tu ne prends pas l'antidote. Tu baisses ton bouclier critique, tu laisses entrer les messages publicitaires, les biais politiques et les fausses urgences parce que tu te dis « bof, je gère ». La meilleure prison n'est pas celle avec des barreaux, la meilleure prison c'est celle dont le prisonnier ne sait même pas qu'il est enfermé. Tant que tu te crois immunisé, tu ne surveilles pas ton dos. Et c'est exactement à ce moment-là que tu te sens supérieur, libre et intouchable, qu'ils ont gagné. Alors, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on est condamné à être des rats de laboratoire qui cliquent sur des boutons rouges pour avoir leur dose de sucre? Forcément non, parce qu'évidemment on reste des êtres humains, et en tant qu'être humain, on a cette anomalie qui s'appelle humanité. Les algorithmes sont des machines à prédire le passé. Ils savent ce que tu as aimé hier, donc ils te servent la même chose aujourd'hui. Ils veulent te rendre prévisible, efficace, optimisé, mais l'être humain, le vrai, n'est pas optimisé. Un algorithme ne peut pas comprendre pourquoi tu regardes un coucher de soleil sans le prendre en photo. Il ne peut pas comprendre l'ennui, ce moment de vie terrifiant mais vital d'où naissent toutes les grandes idées. Il ne peut pas comprendre l'acte gratuit, la gentillesse sans récompense, l'art inutile. Donc la vraie résistance, ce n'est pas de jeter ton téléphone dans une rivière, la vraie résistance c'est de reprendre le contrôle de ton super pouvoir, le plus précieux, ton attention. Ton attention est la seule chose qui te permet de te connecter réellement à quelqu'un, d'écouter un ami sans regarder l'heure, de créer quelque chose qui n'existait pas avant toi. Quand tu reprends ton attention, tu ne consommes plus le monde, tu commences à le vivre. Alors la prochaine fois que tu sens ta main glisser vers ta poche par automatisme, arrête-toi, respire et pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de réagir à une notification ou est-ce que je suis en train de choisir ma vie? Sois imprévisible, sois créatif, sois humain, le monde a besoin de tes yeux et pas de tes clics.